Comment ne pas laisser aller son imagination quand le soleil se couche sur ces alignements de pierre? Comment ne pas se laisser bercer, charmer, ravir par cette beauté tout à la fois somptueuse et mystérieuse? Il aura fallu plusieurs générations d'érudits, de savants, puis de scientifiques rigoureux pour entrevoir enfin la réalité humaine qu'enfouit la distance des ans. D'hypothèse en certitude, patiemment, lentement vérifiées, les mœurs de société de temps reculés se font jour peu à peu. L'histoire de ces recherches, de ces découvertes archéologiques, se trouve rapportée dans ce bâtiment, le musée de préhistoire de Karnak, un musée où l'on entre comme dans un livre ouvert sur les âges passés. Cette colonne stratigraphique, en révélant les couches sédimentaires qui se sont successivement déposées à la surface de la Terre, permet de voir les différentes époques qui se sont présentées, allant de 450 000 ans avant Jésus-Christ à la fin de l'époque gallo-romaine. 450 000 avant Jésus-Christ. Nous sommes à la période dite du Paléolithique, la première période de la préhistoire, caractérisée notamment par l'industrie de la pierre taillée, une première période qui durera plusieurs centaines de milliers d'années jusqu'au Mésolithique, vers 12 000 avant Jésus-Christ. Au cours de cette longue période du Paléolithique, de fortes variations de climat interviendront, et ceci du fait de l'alternance des périodes glaciaires et de périodes de réchauffement. Ces variations entraîneront des modifications du niveau marin et, par voie de conséquence, de la faune et de la flore. Le Paléolithique ancien est l'époque de l'Homo erectus qui découvrira le feu, vers 400 000 ans avant notre ère. Le site très ancien et récemment fouillé de Saint-Colomban montre sur plusieurs couches archéologiques un outillage de galets taillés et d'outils plus fins. À partir de 100 000 avant Jésus-Christ, époque du Paléolithique moyen, nous sommes en présence de l'homme de Néandertal, qui commence à enterrer ses morts. Très peu de sites de cette période existent dans notre région. Bien plus tard, vers 35 000 avant Jésus-Christ, l'Homo sapiens sapiens, ou homme de Cro-Magnon, commence à décorer des objets, à peindre. Son outillage est fin et très varié. Téviec et Wédic sont des sites de la région de Karnak qui datent de l'époque du Mésolithique, vers 6 000 ans avant notre ère. Ces sites nous ont livré leur habitat et leur sépulture. Le niveau marin à cette époque indique l'existence de marais. Ainsi s'explique la présence de certains oiseaux, comme les canards ou les harles, en plus des oiseaux marins habituels, tels les cormorans et les goélands. On y trouvait des cigognes, aujourd'hui ici disparues, ainsi que des aigles royaux. Dans ces sites, l'outillage en silex est de très petite taille, microlithe. La sépulture reconstituée a permis d'identifier le squelette d'une femme, avec un enfant dans les bras. Tout indique un rituel funéraire bien précis.
Ces morts ont en effet été enterrés avec des bijoux, colliers en coquillage, ainsi qu'avec des outils en silex et en os. La tombe a été décorée avec des bois de serre. Les mégalithes, du grec les grandes pierres, correspondent à la période dite du néolithique, débutant vers 5000 avant Jésus-Christ, alors qu'avant l'homme était chasseur, cueilleur. L'homme avec l'agriculture et l'élevage change radicalement de vie en devenant sédentaire. Dans ce cadre nouveau, les mégalithes, menhirs et dolmens apparaissent comme le témoignage d'une nouvelle réflexion sur la mort et la vie spirituelle. Les mégalithes sont en effet des sépultures collectives, se présentant sous l'aspect de pierres verticales, ou support, et horizontales, ou couvertures. À l'origine, ce n'était pas du tout cela. Des fouilles ont permis de retrouver les restes du cairn qui recouvrait ce monument, sorte de pyramide à gradins en pierre sèche, qui en s'effondrant a donné une butte arrondie, comme à Kercado. Kercado a été daté autour de 4870 avant Jésus-Christ. Certaines pierres de ce dolmen sont ornées de gravures. Vers 3500 ans avant Jésus-Christ, l'architecture du dolmen se transforme. Sur la chambre funéraire, on greffe 1, 2, 3 ou 4 chambres supplémentaires. Kermarker a une chambre latérale avec du mobilier. Le dolmen de Manegro, en Plouarnel, qui a 4 chambres latérales, n'a fourni aucun élément lors des fouilles. À Mané-Kerioned, en Karnak, un ensemble de 3 dolmens est impressionnant. L'un d'eux est encore complètement enterré et décoré de nombreuses gravures. À cette époque sont construits des tertres tumulaires, comme celui de Magno, à Karnak. Dans cette butte, de nombreux petits caissons avec offrandes font penser à des incinérations. L'ensemble est marqué par un grand menhir, dont la base est gravée de 5 serpents. Lors des fouilles, il fut découvert 5 haches polies plantées le tranchant en l'air, au pied des serpents gravés. Dans ce tertre, parmi les offrandes,
on remarquera la présence de très belles poteries, ainsi que d'outils en silex et de pendeloques. L'autre tertre tumulaire, le Castellic en Carnac, montre un coffret funéraire reconstitué en pierre et des fragments de poterie finement décorés. Vers 3000 ans avant Jésus-Christ, apparaissent ce que l'on a nommé les tumulus carnacéens, dont le site de Saint-Michel est le plus prestigieux. Mesurant plus de 100 mètres de long, sur 60 de large et 10 de haut, il a été dès le Moyen-Âge surplombé par une chapelle. Il s'agit là d'une sépulture individuelle, alors que les dolmens étaient des sépultures collectives. Au cœur a été enterré un personnage important, sans doute un chef ou un prêtre, avec des bijoux en calaïs, des outils en silex, des haches polies et un bovidé sacrifié. C'est également à cette période, autour de 3000 ans avant Jésus-Christ, que les dolmens prennent une forme coudée. La présentation en vitrine par étagères superposées permet d'observer que ces dolmens ont été occupés à différentes époques. Les pierres plates de Locmariaquer sont aujourd'hui célèbres pour leurs gravures représentant des divinités préhistoriques. Parmi ces gravures, la plus connue est le fameux poulpe ou idole d'Ulufang, dont la représentation est devenue le logo du musée. Vers 2500 ans avant Jésus-Christ, les dolmens à entrée latérale sont rares. Le plus connu, celui de Kerlescan, présenté comme la maquette le montre, une entrée et une cloison formée de 2 pierres taillées, formant une ouverture circulaire. La fin du néolithique vers 2000 ans avant Jésus-Christ correspond aux dolmens dits à découverte, comme celle de Mané-Roularde à la Trinité-sur-Mer. Rare dans notre région, le mobilier découvert montre aussi sa réutilisation à différentes périodes. Objets néolithiques, poterie de l'âge du fer et amphores romaines. Au plafond de la salle 2 a été placé dans sa position originale un moulage exceptionnel par ses dimensions. Il est gravé d'une grande idole néolithique, comme on peut en voir d'autres sur les moulages placés dans la salle 3, et reproduisant des gravures typiques de l'art dolménique, crosse, cornes de bovidé, signes indéchiffrables, haches.
Un des plus beaux exemples de l'art dolménique est la célèbre pierre du fond du dolmen de la table des marchands, gravée en faux relief d'une idole et de crosses. À ce titre, les alignements de menhir participent à ces vastes ensembles cultuels du néolithique. La première question que l'on se pose, où toutes ces pierres ont-elles été trouvées? Le granit est local, avec une tendance en feuilletage. La difficulté liée à la taille et au transport de ces pierres n'apparaît pas insurmontable. En effet, fendre de gros blocs de roche, surtout feuilletés à l'avance, n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Sur terrain plat, 2 hommes peuvent tirer une tonne sur rouleau ou sur traîneau. Mettre les pierres debout demandait un plan incliné, au bout duquel il fallait les basculer dans une fosse creusée à l'avance pour recevoir le pied. Le cromlech, ou enceinte de pierre dressée, est une autre forme de monument cultuel mégalithique. Parmi les plus célèbres, il faut citer ceux de l'îlot d'Erlanik, dans le golfe du Morbihan. Un des cromlechs est en partie dans l'eau, le niveau de la mer ayant monté d'environ 7 mètres depuis sa construction au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Quant à la vie quotidienne à l'époque du néolithique, le village du Liseau, qui était composé de cabanes en bois, nous permet de la découvrir. Construit sur une hauteur protégée par des talus, des fossés et des entrées en chicane, il nous a laissé un important et précieux ensemble de poteries, de bijoux, de pointes de flèches et autres outils. Les ressources alimentaires étaient l'élevage, la chasse, la pêche, dont il reste des traces sous forme de pois, d'hameçons et de fragments osseux de poissons. Le ramassage des coquillages, la cueillette, et enfin l'agriculture avec le blé, l'orge et l'avoine. Les céréales étaient broyées sur des meules de granit avec des molettes de pierre. Parmi les activités de l'époque, on a toujours la taille de la pierre pour réaliser par exemple des racloirs, des poignards, à partir de lames de silex. Mais la grande nouveauté technique en ce domaine est le polissage de la pierre, qui a permis de réaliser des haches superbes en roche rare et des haches plus ordinaires pour les travaux.
La poterie donna elle aussi la possibilité de grands changements dans la vie quotidienne. Elle est faite à la main, sans tour de potier, et cuite au feu de bois dans un four. Les plus anciennes sont à fond rond et le plus souvent à anse perforée pour être suspendues. En ce qui concerne le tissage, force est de constater que la Bretagne ayant un sol très acide, les restes organiques ne purent être conservés jusqu'à nos jours. Aussi ne nous reste-t-il de cet artisanat que des galets perforés ayant pu servir de peson et des fusailloles en terre cuite. Un site exceptionnel à Herriot, dans l'île d'Ouate, a conservé, grâce à une grosse quantité de coquillages, un outillage en os et en cornes, poinçons, grattoirs, mâchoires de sanglier perforées. Vers 2000 ans avant Jésus-Christ, l'homme entre dans l'âge des métaux. Il utilise l'or pour réaliser les bijoux et le cuivre pour faire des armes et des outils. De là le nom donné à cette époque, le chalcolithique ou l'âge du cuivre. Les métaux martelés sont rares. En conséquence, on imite ici en pierre des haches marteaux en cuivre, courantes en Europe centrale. On continue de même à réaliser en silex différents outils, comme des pointes de flèches et des poteries aisément identifiables, tant par leur forme que par leur décor. Vers 1800 avant Jésus-Christ, intervient une invention capitale, celle d'un alliage, le bronze, mélangé de cuivre et de zinc. Les minerais sont broyés, fondus dans des fours, et le mélange est coulé dans des moules. On obtient ainsi des armes, des outils ou encore des bijoux. Les colporteurs jouent alors un grand rôle dans le commerce. Les haches à douille, principalement fabriquées en grande quantité en armorique, sont exportées et souvent découvertes en dépôts circulaires. Les sépultures sous forme de tumulus contiennent souvent une poterie grossière décorée, un poignard et de petits objets. Le premier âge de fer, vers 750 avant Jésus-Christ, est repérable dans la région par les sépultures. Elles peuvent se présenter soit sous forme de coffres en pierre avec inhumation, soit sous forme circulaire avec poterie, dans lesquelles étaient déposés les restes incinérés. Parmi les bijoux identifiés, on note des bracelets en bronze ou en fer, à bossettes, et des bracelets en lignite. Les poteries sont quant à elles décorées au graphite, d'où cette couleur noire métallescente. Le deuxième âge de fer est marqué vers 450 avant Jésus-Christ par l'arrivée des Celtes d'Europe centrale dans notre région. Ce peuple nomade de cavaliers est célèbre pour ses prêtres, les druides. À cette époque, les stèles funéraires ou lecs se trouvent à l'est des sépultures où les morts sont inhumés avec bijoux, armes et outils. Les Celtes du Morbihan ou Vénète sont parmi les premiers à créer un système monétaire qui utilise comme métaux l'or, l'argent et l'électrum, qui est un mélange d'or et d'argent. Durant cette période, du 5e au 1er siècle avant notre ère, les habitants sont riches et le mobilier varié.
grande activité gauloise dans tout le sud de l'actuelle Bretagne, mais plus particulièrement développée dans cette région, sera la préparation du sel de mer avec les célèbres fours à Auget. Dans de petits récipients en terre cuite, on met de l'eau salée, on les place ensuite dans un four. Après évaporation, on casse le récipient pour obtenir un pain de sel. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, en 56 très précisément, après une longue résistance, les Celtes d'Armorique, dirigés par les Vénètes, sont vaincus par les Romains lors d'une bataille navale. Avec les Romains apparaît une autre civilisation, fondée essentiellement sur le bien-être quotidien. Au siècle dernier, à Carnac, fut découvert une grande villa rurale, composée de plusieurs bâtiments. L'ensemble appelé les Bossénaux comprenait la villa des propriétaires, les thermes, la forge, l'atelier du potier, le temple et la conciergerie. Ce type de construction très caractéristique était réalisé en pierre et couvert de tuiles semi-rondes et plates. Les murs de la maison étaient décorés, à l'intérieur, d'ardoises ou de peintures utilisant le fameux rouge pompéien. Les fenêtres étaient garnies de vitres en verre coulé, réunies par une armature de fer et de plomb. Les villas romaines permirent la découverte d'objets nombreux et multiples, allant des poteries aux pièces de monnaie ou aux sculptures de bronze. Dans les temples, on trouva des statuettes en terre cuite blanche, représentant des divinités, telles Vénus sortant de l'eau, ou encore la déesse mère. Par ailleurs, les Romains étaient réputés pour le développement de leurs recherches dans le domaine de la médecine. Des instruments d'ophtalmologie, fabriqués en bronze ou en os, ont été mis à jour dans différents sites. Au IVe siècle après Jésus-Christ, venant de l'Est, arrivent en Armorique les envahisseurs barbares. Les Romains cachent alors leur argent dans des récipients enterrés avant de s'enfuir. De là les si nombreuses pièces retrouvées. Quelques années plus tard, vers le 5e siècle après Jésus-Christ, des Bretons débarquent de l'île de Bretagne, l'actuelle Grande-Bretagne, et vont créer ici le royaume de Bretagne. Nous sommes alors au début du Moyen-Âge. Ainsi se ferme le livre ouvert en ce musée de la préhistoire. Créé entre 1980 et 1984, il est considéré comme le premier du monde pour la période des mégalithes, ainsi que le témoignent les nombreuses récompenses qui lui ont été attribuées. Mais par-delà l'exposition présentée, d'autres aspects soulignent son importance, comme par exemple la démarche pédagogique entreprise auprès des enfants du collège de Carnac, leur permettant d'étudier, de dessiner, de manipuler de vrais objets anciens. Aspect scientifique, naturellement. Le musée est utilisé comme un instrument de recherche et de travail où se retrouvent étudiants, spécialistes et scientifiques. Le musée participe enfin aux fouilles archéologiques, soit en dirigeant ses propres chantiers, soit en étant en relation avec d'autres, dans un but unique, nous en apprendre toujours plus sur nos origines et protéger notre patrimoine. En ce sens, un tel musée, en reconstituant avec patience la lente évolution technique de l'humanité, permet à chacun de se retrouver face à la somptuosité des monuments mégalithiques. Et dans le silence, de ressentir avec émotion la perpétuité des préoccupations humaines, d'accueillir avec humilité la démarche scientifique qu'a su nous dévoiler le travail archéologique comme une véritable poésie de la science.